Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Avant toute chose, je vous rappelle que le dernier numéro du MOOC Rivers, le numéro 9, spécialement dédié à la Révolution 2003, voilà tous les changements qui sont intervenus durant cette année hors du commun, une année vraiment à part qui préfigure un petit peu de tous les changements qui sont arrivés dans le basket mondial et qui annonce le basket tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce MOOC est disponible sur Basket Session. Si vous ne l'avez pas encore commandé ou si vous n'êtes pas abonné, voilà, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil et de le commander au plus vite. Vous savez que tous nos numéros sont systématiquement en édition limitée, donc une fois qu'il n'y en a plus, c'est fini. Et d'ailleurs, nos premiers numéros sont quasiment déjà tous partis. Donc voilà, ça c'est sur Basket Session. Vous trouverez toutes les informations, tous les liens dont vous aurez besoin pour trouver ce MOOC de 240 pages. Et puis, pour revenir à ce qui nous anime aujourd'hui, je suis rejoint, comme chaque semaine, par mes deux comparses, Shai Mamou et Antoine Pimel. Et alors que les playoffs sont sur le point de commencer, nous, on a décidé de se poser la question un petit peu de savoir qui seraient nos lauréats pour les trophées individuels de fin de saison, MVP, défenseur de l'année, rookie, coach de l'année, most improved player et six men. Et voilà, pour ça, on ne s'est pas concerté encore, on ne sait pas qui a choisi quoi, qui aurait voté pour qui au sein de la rédaction. Et on va faire ça un petit en live avec vous. Donc voilà, c'est parti. Comment ça va, Antoine, Shai? Tranquille. Je viens de me rendre compte que Chat et moi, on a genre le même t-shirt. On n'est pas dans la même pièce, on fait pas nos courses ensemble, mais ouais, ça arrive parfois. C'est pas dit parce que c'est flou derrière toi, Shai. Je me demande si c'est pas la nuque d'Antoine que je vois derrière. Il faut dire que voilà, dans la rédaction de Rivers, on a des locaux qui sont assez spacieux, qui nous permettent d'être à trois endroits de la France en même temps. Bon, Exactement. bonne grande forme. Donc, début des playoffs, les matchs de play-in viennent de commencer. Comme je disais, nous, on va parler un petit peu des trophées qui récompensent les joueurs et entraîneurs qui sont le plus illustrés durant la saison régulière. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de le dire toute l'année. C'était une des saisons peut-être les plus ouvertes, d'un côté comme de l'autre, notamment à l'Est en ce qui concerne les équipes. Et aussi pour les trophées, cette année, il y a quand même pas mal de candidats très valables dans tout un tas de catégories. Moi, il y en a certains pour lesquels, jusqu'à la dernière seconde, je ne sais pas trop pour qui mon cœur allait pencher. Comment vous avez vu Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez un sentiment sur la manière dont la saison s'est déroulée? Est-ce que vous avez des grosses surprises? Est-ce que vous attendiez à ce que, par exemple, la course, que ce soit celle pour le MVP ou d'autres, soit aussi serrée? Comment vous avez vécu tout ça? Moi, sur le plan des équipes, en tout cas, qu'on retrouve, comme on en a parlé la semaine dernière, je trouve ça drôle et c'est ce qui m'a surpris que on en revienne à peut-être un scénario où les deux équipes favorites, c'est les deux finalistes de l'année dernière, alors que sur le coup, on se disait, ouais, est-ce que c'est pas un one-shot et c'est leur seule fenêtre de tir? Et au final, c'est peut-être Phoenix, voilà, dans la continuité, ça a été incroyable. Et Milwaukee, tranquillement, redevient l'équipe un peu incontournable. Donc ça, c'est pour la surprise. Et je suis d'accord avec ce que tu disais au niveau de la course au trophée tout au long de l'année. Et quels que soient les trophées, à l'exception d'un ou deux, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu autant de changements, en tout cas dans mon esprit, où je me suis dit, bon, allez, là, ça va être pour lui, là, ça va être pour lui. Et toutes les semaines, tous les jours. Et là, même là, en me posant tout à l'heure sur les trophées et les noms, je me suis dit, si Théo et Antoine, ils ont une idée sympa en dernière minute, je leur chaurerais bien pour pas, si c'est pertinent. Donc ouais, c'est une saison hyper ouverte, mais du coup hyper plaisante parce que plein d'incertitudes. C'est vrai que moi non plus, j'ai pas le souvenir d'une saison où il y avait autant de trophées qui étaient quand même super disputés. Mm. Et il y en a plusieurs là qui sont vraiment très 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 serrés où tu te dis c'est pas un scandale que tu donnes à un ou l'autre, voire encore à l'autre. Il n'y a pas que les MVP, donc ça c'est plutôt cool. Et pareil, je partage le même constat. Les Suns et les Bucks, c'est marrant parce que comme tu disais, enfin voilà, exactement comme tu disais, il y a un an, on se demandait est-ce que c'était pas à cause de ceci, de cela, et au final, tu te rends compte que Phoenix est la meilleure équipe à l'Ouest et que Milwaukee est potentiellement la meilleure équipe à l'Est. Et que finalement, la finale NBA la plus plausible aujourd'hui, c'est peut-être exactement la même que l'an dernier. Ouais, exactement. Et je vous propose qu'on commence par le plus prestigieux de ces awards, celui de MVP. J'ai le Ah ouais, sentiment un direct. petit peu, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais qu'en gros, c'est peut-être l'un des plus serrés, du moins dont j'ai mémoire. J'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas forcément de mauvaise réponse.
du moins à moins d'aller chercher des joueurs un peu trop extravagants, mais que c'est plus, au bout du compte, ce qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est peut-être ce sur quoi, le critère sur lequel on va plus mettre l'accent ou non, sachant que MVP, je trouve que c'est aussi un des trophées au bout du compte où la définition même d'un MVP est la plus complexe à saisir précisément. Est-ce que c'est le meilleur joueur? Est-ce que c'est celui dont l'équipe a le plus besoin? Est-ce que c'est celui qui rend les autres, qui a la plus grande capacité à rendre ses coéquipiers meilleurs et à faire en sorte que son équipe performe? Voilà, toutes ces questions sont très compliquées. On avait fait un point il y a quelques épisodes du podcast déjà sur ce trophée. Globalement, est-ce que depuis justement ce podcast sur lequel on s'était posé sur cette question, est-ce que vos avis ou votre sentiment ont changé concernant ce trophée? Bon, moi, je sais que ma définition a évolué avec les années. Déjà, le curseur, je le place différemment par rapport à avant, où j'aimais bien dire, voilà, le MVP, c'est une photographie de la saison. Donc, pour ne pas se prendre la tête, c'est généralement le meilleur joueur de la meilleure équipe, enfin, de l'équipe qui a le plus dominé. Comme ça, on le regarde dans 15 ans et on se dit, ah oui, c'est vrai, c'est cette année où il y avait telle équipe et tel joueur. Mais maintenant, j'ai quand même un peu évolué. Et par rapport à la dernière fois où on en avait discuté, par contre, là, je suis resté, je pense, mon avis est resté assez constant et le joueur que j'ai choisi est resté le même. Et ce qui me rassure depuis le début depuis ces derniers mois, où on se dit bah, ça se joue entre 2 ou 3 joueurs, on ne va pas se les cacher, hein, tout le monde parle de Jokic, Embiid et Antetokounmpo. Là, l'autre jour, Rudy Gobert lui-même, donc même un joueur pro qui joue dans la ligue contre ces joueurs-là, disait bah oui, c'est ces 3-là qui se détachent, il n'y a pas photo. Les autres, c'est bien gentil, mais donc c'est un avis qui est partagé aussi par les joueurs qui parfois ont un avis différent des médias ou des observateurs. Là, pour le coup, je trouve que voilà, ces 3 joueurs-là se sont détachés. Moi, personnellement, là, à l'heure actuelle, puisqu'on va donner nos avis, si j'avais le droit de vote, je voterais Jokic. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, tu as dit que ça dépendait sur quoi on mettait l'accent. Mais en fait, je trouve que, par exemple, moi, j'ai une course serrée au MVP dont je me souviens avec potentiellement 3 candidats. C'est l'année où Westbrook gagne. Ouais. Mais parce qu'il y avait vraiment 3 critères différents. Si tu prenais purement sur l'accomplissement historique, Westbrook, et c'est ce que les gens ont fait, c'était Westbrook, le meilleur joueur, non, c'est pas vraiment le meilleur joueur de la meilleure équipe, mais celui qui avait les stats entre guillemets, les plus folles et qui était peut-être le meilleur joueur du monde, même si ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il ne l'était pas, ça pouvait être éventuellement James Harden. Et il y avait Kawhi Leonard qui était le meilleur joueur de la meilleure équipe avec des gros stats. Et là, tu avais vraiment 3 candidats et vraiment tout dépendait de la définition. Mais là, je trouve que cette année, même sur une même définition, en fait, tu peux hésiter encore entre les 3. Après, ceci étant dit, et moi, j'ai été entre guillemets presque mauvais, c'est-à-dire que je les trouve tellement serrés, Yanis, Jokic et Embiid, que c'est arrivé au stade où de toute façon ça devient presque subjectif. Et moi, j'ai préféré du coup choisir qui est pour moi le meilleur joueur des 3. C'est-à-dire que comme ils ont tous les 3 fait une saison excellente, comme je les trouve tous les 3 ultra valuable, je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre le meilleur joueur des 3. Et du coup, j'ai pris Yanis. En me disant, bah, et puis comme ça me permettait de garder de la continuité. J'ai hésité, j'allais mettre Jokic. Et puis je me suis dit, non, mais je vais voter Yanis, c'est le meilleur joueur du monde. Du coup, bah, voilà, pour moi, c'est lui le MVP. Je me doutais que ton petit séjour au Nigeria dans la rue Antetokounmpo ferait son petit effet. Forcément, mais il y a une part de subjectif que je ne peux pas nier. Je crois que en fait, pour Yanis, je suis d'accord avec toi, hein, c'est le meilleur joueur. Si tu me demandes quel est le joueur le plus impactant aujourd'hui sur un match serré ou quoi que ce soit, je mets Yanis sans aucune hésitation, je pense. C'est juste que je pense que là où c'est subjectif, c'est que je l'ai tellement entendu dire, franchement, le MVP, je m'en fous. En gros, j'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres objectifs maintenant. T'as pas l'impression qu'il est allé le chercher et que c'était quelque chose d'important pour lui. Et du coup, c'est peut-être ça qui, subjectivement, m'a fait ne pas le mettre, je pense. Après, je pense que Jokic, il s'en fout complètement aussi. Hein. Il ne sait même pas où est le trophée l'an dernier. Tu nous as envoyé ça tout à l'heure. Oui, mais c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Le gars a perdu son trophée d'MVP gagné l'année dernière. C'est assez magnifique. C'est un de ses frères qui a dû le mettre sur le bon coin en douce. Il a frappé Marcus Morris avec. Mais écoutez, moi je suis aussi resté en fait dans la lignée de ce qu'on s'était dit la dernière fois. Moi j'ai gardé Jokic. C'est vrai qu'au bout du compte, moi je pense que l'élément qui a vraiment fait la différence pour moi malgré tout, c'est que je pense que Détroit c'est celui qui était largement le moins bien entouré. Et finalement, si les Nuggets avaient fini 11e, personne n'aurait dit que c'était une honte après avoir perdu Jamal Murray et Michael Porter
junior. Et voilà, c'est vrai que les stats avancées de Jokic sont folles. Son apport et comment dire, sa stabilité en attaque, ça n'a pas de sens, que ce soit dans le scoring, à la passe, au rebond, etc. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que même les stats avancées, alors là, c'est là où c'est peut-être un petit peu trompeur, mais défensive montrait l'impact qu'il avait aussi sur le jeu des Nuggets, même si je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est pas un défenseur de la trempe de Giannis Antetokounmpo ou de Joel Embiid. Mais voilà, moi, je suis resté quand même sur Jokic dans le sens où la saison des Nuggets, je pense que les Nuggets sans Jokic, ça aurait été les Kings ou pas loin, en mieux géré quand même. Et alors que c'est pas pour dire que bien sûr les Bucks ou les Sixers sans leurs meilleurs joueurs, bien sûr ils n'auraient pas pu faire les saisons qu'ils auraient réalisées, mais j'ai l'impression que Yanis et Joel Embiid avaient quand même un peu plus d'aide malgré tout, même si pour Embiid, on peut souligner le fait qu'il a quand même fait l'essentiel de la saison sans celui qui était le meilleur, qui devait être le deuxième meilleur joueur de l'équipe en personne de Ben Simmons, et que voilà que l'apport de James Harden pour l'instant est pas monstrueux, du moins n'est pas tout à fait au niveau des attentes des fans des Sixers. J'aimerais juste souligner un petit point pour Jokic, en faveur de Jokic. Je vois parfois passer le fait que voilà, le bilan collectif, etc. Je tiens quand même à dire que Denver n'a gagné que 3 matchs de moins que Philadelphie, en étant dans une conférence. Bon, alors, la conférence Est est maintenant très forte aussi à son sommet, mais en étant dans une conférence très dense de la première aller à la 10e place, mais on peut même aller un peu plus loin. C'est quand même une conférence, la conférence Ouest, qui est traditionnellement forte, et que les Nuggets arrivent à ne gagner finalement que 3 matchs de moins que les Sixers. Ça parle, même s'ils terminent 6e, je pense que c'est un vrai accomplissement. Et du coup, j'ai presque envie de vous demander pourquoi au final on ne met pas Embiid. C'est le meilleur marqueur de la ligue. Lui, pour le coup, je pense que c'est le seul qui cherchait vraiment le MVP. Ouais. Alors pourquoi, en tournant encore même à 30 points, 11 rebonds, en portant les Sixers longtemps sans Ben Simmons, pourquoi finalement on ne met pas Joel Embiid? Il y a une question. Enfin, là, aux États-Unis, il y a une espèce de débat presque philosophique entre ceux qui votent Jokic et ceux qui votent Embiid. Ton gars Nick Wrong, celui que tu appelles Nick Wrong, enfin, Nick Wright, qui expliquait que Jokic c'était le candidat des geeks qui adoraient les stats avancées, mais qui se foutaient pas mal de ce qu'ils voyaient sur le terrain, etc. Oui, voilà, c'est Nick Wrong. Hein, mais, non, mais c'est une bonne question. C'est juste qu'ils ont des arguments similaires, je trouve. Mais ce côté valuable et ce côté, c'est difficile à décrire parce qu'ils ont ils peuvent avoir le même profil, des stats avancées énormes, l'impact, mais je sais pas ce que fait Jokic avec effectivement l'équipe qu'il a autour. Moi, et c'est là que c'est subjectif encore une fois, j'ai trouvé ça plus impressionnant que ce qu'Embiid faisait. Si Embiid demain est élu MVP, je dirais bravo, c'est mérité. En plus, il a un peu fait campagne pour, comme tu disais, il a vraiment envie de l'être. Il a fait la tournée des podcasts, limite, je m'attendais à le voir aujourd'hui avec nous pour qu'il dise les gars, c'est mon MVP. Mais il l'a fait partout. Hein. Ils ont même poussé un peu la narration avec son histoire autour, etc. Ce que fait plus du tout Jokic parce qu'il a plus intérêt à le faire. Donc, je serais content pour Embiid s'il était MVP parce qu'il a fait du taf pour ça. Mais ce que fait Jokic en termes de valuability, pour reprendre le terme, m'a plus impressionné. Mais c'est vrai que honnêtement, si c'est Yanis qui est élu MVP, je dirais c'est mérité. Si c'est Embiid, je dirais c'est mérité. Il y a vraiment pas de scandale si c'est l'un de ces trois-là. Ce que je trouve incroyable, moi, avec ces trois-là, au bout du compte, c'est qu'on peut vraiment se dire que cette année, ils ont tous les trois été plus forts encore qu'ils ne l'étaient l'an dernier. Ouais. Ils ont tous les trois des secteurs du jeu dans lesquels ils ont progressé. Embiid, notamment dans la création, enfin à la passe, dans la lecture de jeu, globalement, il a vraiment passé un cap. Tu sens que Yanis, dans la technique, on l'a vu mettre des tirs à 3 points au buzzer, son adresse au lancer franc se maintient. Il a un petit. Maintenant, il sort des petits fadeaway à mi-distance, etc. Individuellement, c'est fou. Jokic, défensivement, il y a quand même une activité qui n'était pas tout à fait la même par le passé et qui fait qu'il aide encore plus son équipe, sans même parler de sa qualité de passe, etc. Donc, oui, bien sûr, pour répondre à ta question, Antoine, franchement, ça me choque vraiment pas que quelqu'un vote Embiid. Tu l'as dit, meilleur score de l'année. C'est peut-être l'un des joueurs les plus indéfendables
en 1 contre 1 de toute la ligue actuellement, même pourtant pour un joueur intérieur, alors qu'on se posait la question il n'y a pas si longtemps que ça, de se dire, bon, est-ce qu'un joueur intérieur pourra encore représenter une telle menace? Il a clairement répondu que oui. Toujours pour continuer sur ta question, Yanis, moi je partage ton avis dans le sens où c'est peut-être le meilleur joueur au bout du compte actuellement, du moins dans ceux qui ont joué suffisamment de matchs pour être comptabilisés, c'est peut-être lui le meilleur joueur de toute la ligue. Voilà, moi je reste sur Jokic pour cette raison, la raison que je vous donnais tout à l'heure. Je pense que c'est celui qui a réussi à faire le plus avec le moins, entre guillemets. Mais aucun de ces, voilà, ça peut être les 3 dans l'ordre qu'on veut. Pour moi, il n'y a pas de scandale. Je crois que je sais pourquoi aussi je mets plutôt Jokic devant Embiid. Et c'est encore un paramètre, c'est un détail presque dans tout. Si on ajoute dans l'équation, c'est un détail. Mais je pense que Philadelphie, que ce soit avec le début de saison, alors qu'il avait Harden avec lui, maintenant, pardon, le début de saison sans Harden ou avec Harden, je pense que Philadelphie aurait dû finir plus haut, en fait. J'ai l'impression que les voir quatrième, en fait, c'est psychologique, mais si Philadelphie avait fini premier ou deuxième, je me serais dit, bon, voilà, il a vraiment porté l'équipe en haut et avec les moyens qu'il avait, qui sont supérieurs à ceux qu'a eu Jokic toute l'année, j'aurais aimé qu'il emmène Philadelphie plus haut. C'est un détail et c'est peut-être pas le bon, mais moi, je pense vraiment que c'est aussi pour ça que j'ai plutôt voté Jokic. C'est intéressant. Ils finissent premier l'an dernier? Philadelphie? Ouais. Non, c'est Milwaukee. Ah, ok, ils finissent deuxième. Alors à l'Est, ok. Oui, parce que du coup, ils font moins bien que l'an dernier. Oui. Ouais. Et je sais pas. Après, c'était pas mal avec, en compte tenu de la situation de Simmons, du trade, etc. Mais bon. Non, pardon, excuse-moi. Non, ils finissent premier. Ils finissent Ah premier oui, à l'Est. oui, Non, pardon, ils finissent premier à l'Est. Excuse-moi. Mais donc ils sont quand même descendus de 3 rangs. Okay. Après, ils ont joué sans Ben Simmons. Sans Ben Simmons, bien sûr. Oui, c'est pas négligeable. Mais ils ont encore. Je suis là où je suis d'accord avec Shai, c'est qu'ils ont. Alors, je ne sais pas si sans Ben Simmons, effectivement, on peut vraiment s'attendre à ce qu'il soit sur le podium, mais pourquoi pas. En tout cas, avec l'évolution de Tyrese Maxey, il y avait encore beaucoup de talent autour quand même. Ah ouais, et puis Tobias Harris. C'est une saison où Miami finit premier sans avoir pu faire jouer ses 3 stars. Boston a eu une première partie de saison kata et pourtant se retrouve devant. Quoi. C'est vrai. Je vous propose de passer à un autre trophée si vous en êtes d'accord. Là aussi, un trophée compliqué pour moi parce que ça dépend vraiment un petit peu de ce qu'on récompense. C'est celui de meilleur défenseur de l'année. Moi, j'ai fini, j'avais trois finalistes pour mon trophée, mais il y aurait pu en avoir d'autres. Honnêtement, c'est aussi voilà, il n'était pas simple à déterminer ce trophée. Vous, pour qui est-ce que votre cœur a penché au bout du compte? Alors, moi, en fait, dans ma réflexion, en regardant les candidats qu'il y avait cette année, je pense que je voudrais d'abord décerner une sorte de MIP défensif. Ça m'a poussé à le retirer de ma liste finale, sans trop de scrupules. Parce que sur l'évolution entre les années passées et maintenant, j'ai trouvé que Jaren Jackson Jr. il m'a vraiment fait forte impression. Peut-être parce que Memphis, c'est une des équipes que j'ai le plus regardé. Je le trouve incroyable défensivement. Je trouve que ses progrès sont épatants. Donc, du coup, je ne l'ai pas mis sur mon podium, entre guillemets, de ce trophée. Mais je voulais quand même souligner sa progression énorme de ce point de vue-là. Moi, au final, ça s'est joué entre Michael Bridges, Marcus Smart et Rudy Gobert. Et je me suis sans doute laissé porter par la tendance qui défend un peu les joueurs extérieurs au détriment des joueurs intérieurs. Et j'ai mis Michael Bridges meilleur défenseur de la même. Pas Yanis dans ton top 3. J'ai pas mis Yanis, non. Non, mais là, je rigole. Ça se tient complètement. Bridges, parce que voilà, je le trouve tous les soirs, il défend sur plusieurs positions. Quand ça switch, il est parfait. Il manque aucun match. Il est toujours là. Il a toujours la tâche la plus difficile à gérer tous les soirs. Il le fait toujours super bien. Il n'a jamais manqué un match depuis qu'il est en NBA. Hein. Ça, c'est quand même au niveau. Il est incroyable. Et à la fac non plus. J'adore ce joueur. Il n'a jamais raté un match à la fac non plus. Et puis même juste sur la performance défensive en elle-même. Alors oui, c'est pas du contre, c'est juste de la super défense et de l'intelligence défensive. Parce qu'il y a tout un tas de choses qu'il fait sur le terrain qui ne se voient pas dans les stats. C'est le nombre de fois où le joueur sur qui il défend ne peut pas recevoir la balle ou le reçoit en dehors de sa zone de confort. Et ça, c'est impressionnant avec sa vitesse de pied et son envergure de bras complètement folle. C'est vraiment, il perturbe complètement le rythme et même les endroits où les attaquants aiment recevoir le ballon, quoi. J'ai quand même hésité avec Marcus Smart parce que voilà, Boston, meilleure défense de la ligue surtout depuis le début de l'année.
Il est plus dans un style hustle et agressivité, et c'est un défenseur monstrueux, mais je sais pas, j'ai trouvé Bridges tellement constant et je voulais récompenser Phoenix aussi, je pense. J'aurais pu considérer plus sérieusement Rudy, mais il a manqué quand même beaucoup de matchs. Mais il mérite d'être Le encore. Jazz est un peu décevant en plus. Le Jazz était décevant, mais en fait, son impact est tellement énorme quand il est sur le terrain, et on voit tellement la différence quand il n'est pas là, qu'il mérite au moins la mention, peut-être au moins top 5, je pense, cette année. Moi, j'ai repris exactement le même argument que toi, enfin le même raisonnement que toi. Alors, j'ai pas choisi Bridges, mais je suis comme toi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que les défenseurs extérieurs sont pas assez mis en avant alors qu'ils défendent toujours sur les meilleurs attaquants. Je pense que c'est aussi un problème lié au fait que la défense est plus difficile à capter pour les journalistes mainstream, en fait. Ouais. C'est-à-dire que parmi le lot de journalistes qui votent, bon, on a quand même parmi les meilleurs des États, enfin, il y a quand même des très bons qui votent et des gens qui connaissent très bien le basket, mais on a aussi, bah, voilà, par exemple, tout ce que tu mettais en avant, Théo, là, sur Bridges, ça, pour ça, il faudrait que les journalistes voient vraiment beaucoup de matchs. Alors, ils en regardent, bien sûr, mais ils ne peuvent pas regarder non plus toutes les équipes. Et qu'ils soient quelque part vraiment spécialistes. Je pense que, tu vois, là, j'ai senti quand tu le disais, tu vois, je sens le coach, je sens le basketteur parler. Et j'ai peur voilà, que le trophée de Defensive Player of the Year, très souvent, revienne à des intérieurs parce que ça se lie beaucoup plus facilement la défense intérieure avec les rebonds défensifs, les contres. Et que du coup, c'est plus simple à mettre en avant. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Moi, j'ai mis Smart. Alors, j'ai mis Smart, j'aurais pu mettre Bridges. Je vous explique tout simplement. Moi, mes trophées ont été influencés par mes autres choix aussi, forcément. Mes autres trophées. Forcément, quand on fait un ballot, normalement, un journaliste, quand il fait tous ses bulletins, il vote pour tous les trophées à la fois. Et quelque part, j'ai mis un Suns autre part. J'avais déjà mis Yanis MVP, je ne voulais pas pousser le truc jusqu'au point de le mettre Defensive Player of the Year, donc j'ai mis Marcus Smart, voilà, parce que c'est le meilleur, comme disait Doris Burke, hein, je vais reprendre ses mots, c'est le meilleur défenseur de la meilleure défense de la ligue. C'est lui qui scoltine chaque soir, comme Bridges, les meilleurs attaquants adverses. Voilà, ça me fait plaisir de récompenser un joueur comme lui. Mais Bridges, ça m'allait très très bien aussi. Bah, c'est marrant parce que là, on va avoir trois lauréats différents parce que moi, j'ai choisi Bam Adebayo du Miami Heat Ouais. Mais est-ce pour, qu'il a joué assez de matchs? Parce que sinon, C'est pour ça que c'était je l'ai Draymond sorti. Green. C'était Draymond Green, mon premier choix. Je tiens à vous le dire. C'était Draymond Green et il n'a pas joué assez, Draymond Green. Adebayo, il a manqué 25 matchs, je crois, c'est ce qui m'a ouais, dissuadé. il est un peu juste en dessous des 60 matchs. Moi, j'ai Ah, trouvé que c'était voilà, quand ça même, passe, ouais, Oui, c'était ça quand passe. même voilà, suffisant pour être considéré. Et moi, j'ai choisi Bam parce que en fait, pour sa polyvalence, en fait. Ouais. Parce que c'est littéralement un joueur qui peut défendre. C'est pas simplement qui peut défendre sur les postes 1 à 5, c'est l'un, sinon le joueur qui défend vraiment de fait sur les 5 postes de 1 à 5 au cours d'un match, au cours d'une possession quasiment. En plus, c'est vrai que les schémas tactiques défensifs du Miami Heat, parfois il y a de la zone, parfois il y a un petit peu de match-up de l'indiv. Il est vraiment, c'est le joueur plug and play par excellence. Tu le mets dans n'importe quel système défensif, il va être performant. Et c'est vrai que cette espèce de polyvalence qui peut lui permettre de switcher sur un pick and roll, perturber la tentative de lob, puis revenir défendre sur le lob lui-même pour contrer ou intercepter le ballon ou gêner proche du cercle. Je pense je vois pas vraiment d'équivalent, ou du moins voilà, d'équivalent à ce joueur sur la saison. Le Miami a toujours une très bonne défense, effectivement. Ils sont quatrième, je crois, au Defensive Efficiency Rating. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Bam Adebayo. J'ai hésité aussi avec Smart, honnêtement, parce que pour sa capacité lui aussi à changer sur les postes 1 à 5, même quand il défend sur des grands, il le fait avec beaucoup de pertinence. Et en fait, la raison pour laquelle enfin, Bridges était dans mon troisième, Michael Bridges était dans mon top 3 aussi. Pourquoi j'avais valorisé Bam et Smart? Parce qu'au-delà de leur capacité défensive individuelle, c'est vraiment les capitaines de la défense de leurs équipes respectives, quoi. C'est eux qui dirigent les rotations, qui disent aux uns aux autres change, reprends, jette, etc. Donc voilà, pour moi, c'est les capitaines de défense de leurs équipes avec un rendement voilà, qui est quand même assez incroyable pour les deux, même si, comme je disais, Bridges était aussi dans mon top 3 et Yanis dans le top 5 sans aucune discussion. C'est marrant, Bam, c'est mon pronostic de début de saison, là, sur nos pronos qu'on a fait sur BS, exactement pour ces raisons-là. Mais j'ai peur qu'ils ne vont pas assez regarder, qu'ils ne vont pas assez jeter un œil parce qu'il n'a pas joué assez de matchs, mais clairement,
il a le profil, je trouve, pour être un Defensive Player of the Year chaque année parce qu'il va faire aussi bien ce que font les exters que ce que fait un Rudy Gobert, en fait. Ouais, et en plus, l'autre élément, c'est que finalement, c'est celui qui est. Enfin, j'allais dire, il n'a pas que ça à faire. C'est pas ça, mais le hit pour performer a aussi besoin de tout Ouais, de lui son en apport attaque. offensif. Donc en fait, c'est vraiment le joueur qui est obligé de jouer des deux côtés du terrain à fond, à 100%. Et donc voilà, c'est pour ça que moi, j'aurais récompensé Bam sur Ouais. ce trophée. Et du coup, c'est pas simple de savoir ce que les médias vont voter, par contre, en fait. Parce que c'est le trophée sur lequel j'ai l'impression que sur les autres, je vois à peu près ce qu'ils vont voter. Ouais. Et on écoute un peu les podcasts à droite et à gauche parmi certains votants, les Simmons, Zach Lowe, etc. On sait à peu près ce qu'ils votent sur les trophées, les autres trophées. Sur celui-là, j'ai du mal à savoir qui va l'avoir, honnêtement. J'ai eu l'impression qu'il y avait un début de consensus autour de Smart, mais je suis pas sûr que ça reste incertain, donc ça va être intéressant. Ouais, je pense que pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, la baisse de régime du Jazz, en tout cas, notamment défensivement, là où ils étaient, je crois que 11e meilleure défense cette année, joue contre Rudy, même si ce n'est pas finalement son rendement à lui individuel qui a chuté, clairement. Mais en tout cas, je pense que pour cette année, ça ne sera pas pour Rudy. Je me demande si Yanis, il n'aura pas des voix en compensation de ceux qui n'ont pas voulu le mettre MVP, de ceux qui ne l'ont pas mis MVP. Ouais. Je me demande est-ce qu'il y en a qui ne vont pas mettre Yanis en compensation pour le Defensive Player of the Year. Alors que je pense qu'effectivement, il y a quand même des mecs qui méritent peut-être plus que lui sur ce domaine. Même son propre coéquipier, Jrue Holiday, vraiment, j'y pense là. Mais oui. Jrue Holiday aurait grave pu être cité en fait comme potentiel vainqueur du défense. Parce que lui, comme pour le coup, c'est comme Bridges ou Smart, quoi. Il se tape les meilleurs attaquants chaque soir. Et à chaque fois qu'un mec parle de Holiday en NBA, ils le décrivent comme le défenseur, mais genre cauchemar, quoi. Et c'est même pas genre n'importe quel joueur, c'est Kevin Durant les le stars, répète, alors qu'il fait une tête et demie de plus que Jrue Holiday, c'est quasiment tout le temps le joueur qui cite comme étant le plus compliqué à jouer, quoi. Ouais. Il n'a pas le temps. Holiday, il est concentré. Lui, c'est le meilleur défenseur sur les matchs importants. Et tout ça. C'est pareil, c'est des joueurs qui ne sont pas concentrés sur les trophées de saison régulière. Ils ont d'autres objectifs en tête, quoi. Jrue Holiday, c'est le mec, tu sens quoi. Tu le joues un dimanche matin en plein milieu du mois d'août sur un terrain dehors, il va défendre aussi dur que si c'était un match 6 des finales NBA. C'est un compétiteur et un athlète. Un jour, on devrait faire un podcast sur les familles d'athlètes de malades, mais la famille Holiday, c'est quand même, ça se place quand même là, quoi. En termes de qualité athlétique, c'est assez impressionnant. Je vous propose de passer, d'aller sur des plus jeunes. Là, on va partir sur le trophée de rookie de l'année. Là aussi, pas simple. Je pense qu'il y avait un top 3 qui s'est détaché très vite et c'est vraiment dur devant lequel c'est difficile de passer. Je suis curieux de voir par contre vous qui vous avez choisi, dans quel ordre vous les avez classés. Alors, le top 3, vous me dites si je me trompe, mais pour moi, il y avait Scottie Barnes, Evan Mobley et Cade Cunningham. Déjà, première question, est-ce que vous aviez vu un autre joueur pouvoir rivaliser avec ces trois-là pour cette élection? Ça dépend des critères, encore une fois, mais globalement, c'est une classe de draft très, très intéressante avec des joueurs très NBA ready, plus que ce qu'on pensait, je pense. Carrément. Là, effectivement, le top 3, après, je ne sais pas si c'est dû à la narration qu'on a fait toute l'année ou quoi, mais au-delà de ça, il y a des joueurs comme, personne ne regarde Orlando par moi, mais il y a Franz Wagner qui est… c'est vrai qu'il fait une super saison. Il contribue en points, enfin, très, très, très près, alors que c'est pas le rookie le plus âgé. Josh Giddey, avant sa blessure de fin de saison, c'était assez épatant, mais pareil, il joue dans une équipe ultra médiocre, donc ça se voit moins. Mais globalement, je suis d'accord avec toi, ces trois-là, c'est ceux qu'on espérait voir les plus performants cette année. Jalen Suggs a été très, très souvent blessé et donc n'a pas pu correctement commencer, mais je pense que oui. Jalen Green n'est pas dans le top 3, Jalen Green, j'ai oublié mais il a très bien fini et au final, il fait une belle première saison. C'est vrai. C'est une équipe médiocre où on a l'impression qu'il a fait que du scoring, donc c'est peut-être à sa décharge, mais on a vu sur la fin, en tout cas, la deuxième partie de saison, que c'était un vrai futur bon joueur, c'est sûr. Allez, je vais commencer pour une fois. Là. Je vais vous donner mon sentiment. Je vais vous les donner donc je vais vous les donner dans l'ordre inverse dans lequel je les ai classés. La pression monte. En troisième, qu'est-ce qu'il y a? La pression monte. C'est ça. En troisième, moi j'ai mis Cade Cunningham qui finit super bien la saison. Ultra. Je savais qu'Antoine. Je rigole. Non, mais c'est vrai que voilà.
Je l'ai mis troisième avant tout parce qu'il a perdu un peu de temps en fait, avec son début de saison retardé en cause de blessures. Début de saison sur le terrain compliqué, notamment en termes d'adresse, mais il est vraiment monté en pression. On sent qu'il y a un vrai joueur. Détroit, clairement, choper un vrai joueur. Et Détroit, ça sera intéressant à suivre par la suite. S'il ne se trompe pas durant l'intersaison et voir les 2 prochaines intersaisons, il pourrait y avoir une équipe intéressante rapidement quand même du côté de Détroit. En fait, c'est surtout pour le 1 et 2, j'ai le plus hésité. Finalement, j'ai mis Scotty Barnes en 2. Même si je trouve que les performances de Toronto en fin de saison, notamment, jouent clairement en sa faveur. Il a super bien rebondi du rookie wall qui s'est mangé à un moment. Là, il finit vraiment fort. Il a cette espèce de prototype du joueur moderne, long, grand, qui peut jouer à différentes positions, qui défend super dur, etc. Et finalement, j'ai mis quand même Evan Mobley en premier. J'ai mis Evan Mobley en rookie de l'année parce qu'au bout du compte, je pense que c'est celui sur les épaules duquel le jeu a le plus vite reposé au bout du compte. L'excellent début de saison des Cavs, c'était en énorme partie parce que personne ne s'attendait à ce qu'Evan Mobley soit aussi fort, aussi vite, qui montre autant de belles choses en attaque. Ça, je pense que c'était une surprise totale. Et finalement, ce qui fait que je l'ai mis en premier, c'est que il n'était pas si loin que ça d'être dans la conversation aussi pour le trophée de meilleur défenseur de l'année. Ce que je trouve complètement fou pour un rookie. Alors, pas pour dire qu'il aurait pu être remporté le trophée, mais en tout cas, quand tu commençais à lister un petit peu les meilleurs défenseurs de l'année, je pense qu'il était dans la liste au moins élargie. Donc moi, je donnerais mon vote si j'en avais un à Evan Mobley au bout du compte. Bah, je vais enchaîner parce que j'ai exactement le même podium que toi. Et on laissera Antoine jouer le marginal à la fin. J'ai la même chose que toi. Parce que j'ai beaucoup hésité parce que sur la fin, en fait, Scotty Barnes aussi, c'est extrêmement impressionnant parce que effectivement, Mobley a tout de suite eu un rôle énorme, un impact visuellement impressionnant. Défensivement, c'était hyper mature, même offensivement. Il faisait des choses que je ne le pensais pas capable de faire aussitôt par rapport à ce qu'il montrait à la fac. Mais tout le monde disait que le mec, c'était une éponge et qu'en 3 secondes, il progressait, qu'il progresserait facilement. Je l'ai quand même mis parce que de façon très subjective, c'est celui qui m'a le plus impressionné visuellement des deux sur l'ensemble de la saison, malgré les blessures qu'ont eu Barnes et Mobley. Mais c'est pareil, si Scotty Barnes est désigné rookie de l'année, j'aurais aucune objection parce qu'être titulaire dans une équipe et la porter aussi haut à l'Est avec Toronto, je l'ai trouvé impressionnant. Il est hyper complet, hyper polyvalent. Voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse, j'ai l'impression. Mobley, de façon subjective, je le mets quand même devant. Et Cunningham, sans doute parce que collectivement, Détroit a été forcément moins performant et moins impressionnant, mais je suis d'accord avec vous, ça ne va pas l'empêcher de faire une magnifique carrière. On ne se souviendra même pas, sans doute, peut-être qu'il n'a pas été rookie de l'année en son temps, et ce n'est pas très grave. Donc j'ai le même podium que toi, Théo. Ouais, déjà, je tiens à dire que c'est sans doute le trophée sur lequel les fanbases s'accrochent le plus, en fait, parce que c'est des équipes qui ne jouent pas grand-chose d'autre et qui a beaucoup, beaucoup de mauvaise foi, notamment d'une franchise au nord du Canada, au nord des États-Unis, d'Amérique du Nord, qui aime bien se révolter au moindre petit truc, persuadés que leurs joueurs sont toujours mal perçus. Et ben, j'ai failli récompenser le Scotty Barnes, mais je n'ai pas mis Scotty Barnes. Et j'ai mis Cade Cunningham en 3. Donc j'ai mis exactement le même podium que vous. J'ai cédé sous la pression populaire. Très sérieusement, j'ai Cade Cunningham en 3. J'avais envie de le mettre 1, mais il y a un moment, il fallait être quand même réaliste. Je pense que ce n'est pas le rookie de l'année. Par contre, je pense que ça sera le meilleur joueur de cette promotion. Je pense que c'est encore plus un potentiel de superstar qu'Evan Mobley, même si Evan Mobley joue dans un rôle différent. Je pense que Détroit a vraiment fait un super pic et que même s'ils n'ont pas le rookie de l'année, les Pistons peuvent être contents, heureux de leur choix et heureux de pouvoir reconstruire autour de Cade Cunningham, qui est vraiment un joueur moderne et que je trouve très intéressant. Mais voilà, même s'il a les meilleurs stats, enfin le meilleur au scoring, etc., qui finit en 17-5-5, je pense que il est quand même un cran en dessous des deux autres. Scotty Barnes, pourquoi je ne l'ai pas mis 1 ? J'ai failli le mettre 1 parce qu'il finit très fort la saison et que du coup c'était tentant. Lui et les Raptors étaient vraiment sur une belle dynamique. Mais je pense que contrairement à Mobley, il profite quand même encore plus du fait d'avoir des bons joueurs autour de lui. Il y a des matchs où il va porter l'équipe, mais j'ai pas l'impression que c'est lui qui porte les Raptors, tu vois. Alors que Mobley,
qui termine avec un meilleur plus-minus d'ailleurs que Barnes. Mobley, grosso modo, les Cavaliers ont commencé à partir en vrille à partir du moment où Mobley s'est blessé. Je pense qu'il avait un impact énorme sur le jeu de Cleveland. Et chez un rookie, c'est rare, c'est très très rare. Et rien que pour ça, en fait, pour moi, c'est le rookie de l'année. Donc j'ai le même podium au final. Ah bah, c'est marrant, on passe de l'un où on n'avait pas du tout les mêmes choix, hein, où finalement c'était consensus total de nous trois pour les trois. Allez, je vous propose de passer au coach de l'année. Allez, je le tente sous forme de qui est-ce, ok? Alors, est-ce que votre lauréat pour le trophée de coach de l'année porte des lunettes? Oh putain, ouais, tu me mets le doute là. Mais ils en mettent sans doute tous des lunettes. Ouais, moi il a des non. lunettes. Ouais. Ouais. Moi, Ok. non. Moi, il en a pas, moi. Ah, il en a. Oh, alors je pensais qu'on allait avoir à coup sûr le même résultat. C'est pour ça que je m'étais un petit peu enflammé. Ah, je suis surpris que t'es pas. Ouais, je sais. Bah, Ah, t'as mis une ou deux quatre. je vais m'arrêter là. Alors, je vais m'arrêter là parce que sinon, j'étais vraiment sûr qu'on aurait le même. Du coup, bah, Chat, je suis curieux de savoir qui t'a choisi, toi, pour T'as mis le le mec des trophée de coach Grizzlies. de l'année. Voilà, je sais que vous allez mettre Monty Williams et je serais très content quand il va le gagner parce qu'il va le gagner, je pense. C'est juste que je trouve tellement fort ce qu'a fait Taylor Jenkins cette année et dans la continuité de ce qu'il a fait que alors, forcément on peut toujours se dire que Monty Williams il aurait dû le gagner l'année dernière certainement. Dans la continuité avec une équipe similaire, il a rendu l'équipe encore meilleure et je pense que si on juge sur les 2 années, Monty Williams formidable et il mérite d'avoir quelque chose, donc il va le gagner, c'est très bien, mais Jenkins avec des matchs sans Ja Morant, avec des joueurs avec un CV pas très reluisant, il y a une identité de jeu, il a tout, la dynamique de l'équipe, l'atmosphère. Et même quand on entend parler les joueurs du coach, enfin, les joueurs eux-mêmes du coaching, ils sont fascinés, ils adorent le mec, ils vont à la guerre pour lui. Voilà, je sais que la plupart des gens vont voter Monty Williams, ce sera mérité, mais je voulais que Jenkins ait droit à son. Voilà, il mérite quelque chose, il mérite d'être mentionné. Ouais, moi, je l'avais en deuxième de mon trio final. Et puis, c'est vrai qu'on peut souligner le nombre de matchs que les Grizzlies ont réussi à gagner sans Ja Morant. C'est aussi un facteur, je pense, qui joue clairement en la faveur de Taylor Jenkins. Dylan Brooks aussi. Dylan Brooks manque beaucoup de Bien matchs. sûr. Ouais. Au final, il y a un trade de la saison dernière entre Valanciunas et Steven Adams. Et ils arrivent à. Je sais pas, il y a quelque chose chez ce qu'ont fait les Grizzlies cette année, quand même deuxième de l'Ouest, alors qu'il y avait les Warriors. L'Ouest reste quand même assez relevé. Voilà. Je pense qu'il ça se tient, hein. il aura quelques votes, mais je pense que ça restera marginal quand même. Ça se tient vraiment. Non, vraiment, ça se tient. C'est intéressant. T'as raison. Après, moi, j'ai voté Monty Williams. J'ai mis parce que, bon, les Suns, à un moment, il faut arrêter de faire le haters, quoi. J'ai trop fait le haters personnellement, je trouve fait le haters. Ça dépend ça dépend un peu des goûts perso, en gros, parce que moi, j'aime toujours bien quand tu as l'outsider qui surperforme et qui fait un peu la nique aux puissants. Et là, Memphis, même si on savait qu'il y avait quelque chose, les voir décoller comme ça, alors que Phoenix est finalement dans une certaine continuité. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être injuste, hein, mais c'est sans doute pour ça que moi, j'aurais voté pour lui. Ouais, bah moi j'ai mis aussi, j'avais Monty Williams en premier, Taylor Jenkins en deuxième. Monty Williams, au-delà du nombre de victoires, c'était pour les raisons dont on avait parlé la semaine dernière ensemble, Shai, sur vraiment le système qu'il a mis en place aux Suns, sont notamment offensivement, là où finalement toute l'attaque et l'efficacité des Suns repose sur, comment dire, c'est l'inverse de ce que le reste de la NBA cherche à faire. En fait, ce dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire que Phoenix, ils sont premiers de la ligue en étant pas bons à 3 points, pas bons près du cercle, en tirant pas tant de lancers francs que ça et en exploitant au maximum ce que les défenses ne défendent plus vraiment très bien, c'est-à-dire le mid-range, les tirs à 2 points avec des joueurs comme Chris Paul, comme Devin Booker. Et ça, je trouve que c'est vraiment fort parce qu'au-delà, il n'a pas simplement maximisé, c'est pas simplement qu'il arrive à bien faire jouer ses joueurs, c'est qu'il a trouvé vraiment un système qui leur correspond et qui leur permet vraiment de cartonner autant qu'ils le font depuis 2 ans maintenant. Ouais, et puis, je ne sais pas vous qui vous avez mis en 3, mais je pense que Spoelstra mérite encore une mention. Mais oui, moi j'ai mis Spoelstra en 3, absolument. Ouais, voilà, mais il aura peut-être jamais de trophée de coach of the year, mais en ayant son trio, il faudrait qu'on regarde dans le détail, mais une vingtaine de matchs peut-être à Adebayo, Laurie. C'est exactement ce que j'allais dire. Et, c'est incroyable, il ressort des joueurs de nulle part. Alors, c'est le système HIT, la fameuse culture qui fait
qui fait que du coup, il récupère des joueurs qui sont prêts à aller au combat et à s'adapter à ce que lui a envie de faire. Mais il faut quand même réussir faut réussir à faire jouer, à les faire finir premier en faisant jouer Max Truss et les Martin. Et voilà, enfin, je trouve ça, c'est exceptionnel. Il mériterait, dans l'idée, il ne peut pas finir sa carrière sans un titre de coach de l'année. C'est pas possible. Mais en plus, au-delà de ça, effectivement, c'est pas simplement que Miami a réussi à faire le dos rond et à encaisser sans avoir ses meilleurs joueurs, c'est qu'ils finissent premier de leur conférence, c'est quand même assez dingue. Et je pense vraiment que Spoelstra, ouais, exactement. Et je pense que Spoelstra, ça reste vraiment des meilleurs coachs dans le sens, un de ceux qui est le plus capable d'adapter son jeu, ses équipes sur les ajustements en cours de saison, en cours de série, en cours de match même. Voilà, Miami, je trouve c'est vraiment impressionnant. Il a encore une faculté. Alors, on l'avait déjà un peu vu au tout début enfin, pas au tout début, parce que c'était pas ses premières saisons, mais le début de l'aventure des Tres Amigos avec LeBron, etc. LeBron voulait plus ou moins sa tête. C'était assez chaud, même sur le terrain, au moment des time-out et tout. Il a réussi à surmonter ça avec son coaching aussi, mine de rien. Et là, cette année, alors c'est un incident mineur, mais il s'embrouille avec Jimmy Butler il y a quelques semaines. Ils perdent 4 ou 5 matchs de suite. On se dit, ah mince, ça y est, le moteur est grippé. Et derrière, ils retrouvent des solutions pour tout cartonner et tout va bien. Tout le monde s'est pardonné. Et au niveau coaching, il a encore montré qu'il était incroyable. Ouais, d'ailleurs, c'était marrant pour Stéphanie Croche, on n'en a pas trop parlé, là, mais j'entendais dans un podcast Bam Adebayo, justement, là, qui ont demandé son avis. Il disait, mais nous, c'est un mardi comme un autre à l'entraînement, ça se passe tout le temps. Il n'y a que vous qui êtes surpris parce que d'habitude, ça se passe entre les murs de l'entraînement, mais c'est vrai qu'ils ont cette culture voilà, de la gagne, de la grinta un petit peu. Et ouais, la saison du 8, elle est quand même. Enfin, c'est marrant, vraiment sous-marin, parce que c'est peut-être une des équipes qui a le moins fait parler de toute l'année, et au bout du compte, qui aurait été la plus constante, malgré le manque, voilà, les blessures, etc. Quelque chose que, du côté des Lakers, peut-être on devrait étudier d'un peu plus près avant de blâmer les mauvaises saisons sur les blessures et autres. Mais bon. Mais cette année, on peut encore. Je pense qu'il y a plein de coachs différents qui auront des voix parce que quand on revoit ce que fait Nick Nurse avec Toronto, en les faisant remonter dans le haut du classement. Il met Udoka aussi. Il met Udoka qui a eu un début complètement, mais pareil, il s'est adapté. Saison, Donc c'est bien, plein de super coachs, de super coaching et c'est vrai. Ouais. Sans doute Monty Williams à la fin, probablement. Allez, on enchaîne avec Most Improved Player. Là aussi, pas simple parce qu'il avait un paquet qui pouvait venir taper à la porte de ce trophée. Toi, Antoine, justement, tu as fait un papier cette semaine là, sur un des candidats, en l'occurrence Jordan Poole. Est-ce que finalement, c'est pour lui que toi, ton cœur a penché? J'ai mis Jordan Poole, mais franchement, en fait, pour être même très honnête, hein, sur le fichier Word que j'ai écrit, j'ai mis Jordan Poole ou Dejounte Murray, point d'interrogation. Ouais. Bon, je vais choisir Jordan Poole. C'est pas tant juste que ses stats ont augmenté. Effectivement, dans ce que disait d'ailleurs Draymond Green dans ce papier, hein, le profil, c'est-à-dire qu'on est passé d'un potentiel spot-up shooter que tu pouvais associer à Stephen Curry à un vrai player, en fait. C'est un vrai joueur qui pourrait être il porterait le maillot d'une équipe comme Washington, il serait à 22-23 points par match tous les soirs, quoi. Donc on a une vraie star potentielle avec du playmaking, surtout pour lui-même pour l'instant, mais voilà, capable de jouer des pick and roll balle en main. Il jouait quand même en G-League l'an dernier. Voilà, ça peut servir d'indicateur de progression. Là, c'est un des meilleurs joueurs d'une équipe qui termine 3e à l'Ouest. Il a été impérial sans Stephen Curry. Ça va être un joueur très important pour eux dans leur parcours en playoff. Juste voilà, pour tout ça. C'était dur avec Dejounte Murray quand même. Il y a toujours plein de candidats, mais là, c'était vraiment les deux sur lesquels pour moi, c'était dur. Tout dépend c'est toujours le trophée le plus casse-gueule, entre guillemets, parce que tout dépend de ce qu'on valorise le plus. Quel type de saut tu valorises entre un J-League qui devient un joueur important de la rotation, un All-Star qui devient une superstar. Enfin, c'est toujours très, très compliqué et c'est celui qui est le plus sujet aux sensibilités perso, je trouve. Je suis d'accord. Et justement, pour cette histoire, pour Murray, ce que je trouvais très fort, c'est qu'il a grosso modo le même temps de jeu que l'an dernier. Donc, il n'y a pas eu justement une évolution. Alors, si la différence, c'est qu'il n'y a plus DeRozan, donc il avait encore plus la balle.
Mais voilà, on est sur un joueur qui est normalement déjà confirmé et qui, malgré ça, a vraiment. On en a peu parlé, mais il passe très proche enfin, très proche. Il passe proche du triple-double de moyenne avec presque 20 points par match. Et il est devenu Enfin, sans avec doute plus de 20 points par match. devenu le franchise player Ouais, voilà, des Spurs. il n'y a plus trop de doute. Mais moi, tu vois, j'ai valorisé plutôt le saut de bon petit jeune joueur à All-Star. Moi, j'ai mis Darius Garland en premier. Ouais, bah oui, Il a, bon il a- il candidat a aussi. été, Ouais. il a manqué des matchs, donc on l'a un peu sorti, enfin pas sorti de la conversation. Je ne sais pas, peut-être que c'est lui qui va gagner, mais puis c'est aussi parce que, encore une fois, question sensibilité, j'ai adoré le voir jouer, style de jeu très enthousiasmant. Il a beaucoup progressé dans plein de domaines, il est très adroit. Il y a un côté, voilà, ça a accompagné la montée en puissance de Cleveland, c'est un peu retombé comme un soufflet en fin de saison et même là avec le play-in. Mais c'est celui sur lequel j'ai vu une progression vraiment très très notable et où je me suis dit, bon, ça y est, ça c'est l'explosion, ça va devenir un joueur référence. Mais j'ai aussi mis Jordan Poole en deuxième position. Ouais. Et l'incertitude, et je sais aussi qu'elle est partagée et que c'est débattu aux États-Unis, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont voter Ja Morant. Sauf que, pour reprendre ce que disait Draymond Green il y a quelques mois déjà, hein, il disait non, moi je ne peux pas voter Ja Morant MIP parce que c'était déjà un super joueur et il est déjà à un stade supérieur à ça en fait. Il est déjà dans la conversation des mecs qu'on imagine comme MVP. Et s'il n'y avait pas eu de blessure, on aurait peut-être plus parlé comme un MVP. Donc moi aussi, je ne l'ai pas considéré comme un MIP cette année. Mais en tout cas, pour Garland, juste, c'est vrai que je n'ai pas cité Garland, mais c'est peut-être même le favori en fait pour le trophée de MIP. C'est vraiment, il y a eu une explosion et le cap les Cavaliers devraient vraiment, enfin de toute façon maintenant le savent, je pense qu'ils l'ont senti, c'est autour de lui qu'ils vont construire. Même là encore, on le voit sur le match de play-in contre Brooklyn, c'est un super joueur de basket et il a progressé, c'est vrai. Il a vrai pour le coup, pour reprendre les termes du trophée, il a vraiment progressé, Darius Garland. Ouais, moi, je l'avais aussi dans mes finalistes, Darius Garland et Ja Morant, je les avais dans mes finalistes. Mais finalement, j'ai aussi donné le. Voilà, moi, j'aurais aussi voté pour Jordan Poole. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà du nombre de points qu'il marque cette année, il a aussi plus que doublé sa moyenne de passes. Là, il était à 4 passes de moyenne. Ça, c'est quand même pas simple hein, pour qu'on a un jeune joueur, etc. Donc, j'ai vraiment trouvé qu'il avait progressé dans tout un tas de secteurs en fait secteur du jeu quelque part et il a une espèce de sa capacité à s'adapter un petit peu à tous les scénarios qu'il sorte du banc, qu'il soit titulaire, que ce soit avec un tel ou un tel, c'est vraiment un tel luxe pour les Warriors d'avoir ce joueur sous la main et de pouvoir se dire bon bah voilà on va le mettre sur le terrain, il va nous apporter de l'agressivité offensive, du scoring et même maintenant un petit peu de création. C'était une transition qui n'était pas si simple que ça à envisager, je pense. Après, ça a déjà très belle saison de l'an dernier. Moi, j'aurais donné pour Jordan Poole. Ja Morant, je me suis vraiment beaucoup posé la question. Pour mémoire, alors ça remonte, hein, mais la question s'était posée aussi pour Tracy McGrady, qui avait été Most Improved Player durant sa dernière saison à Toronto et qui derrière avait complètement explosé à Orlando en devenant All-Star indiscutable, etc. Il était peut-être même meilleur marqueur ou dans les meilleurs marqueurs de la ligue. Et la question s'était posée déjà à l'époque de se dire bah, est-ce qu'on peut être 2 fois de suite Most Improved Player, passer de joueur de rotation à joueur de complément d'impact et ensuite de joueur de complément d'impact à superstar. Est-ce que c'est possible? Donc c'était un petit peu le. Voilà, il l'avait pas eu une deuxième fois, mais. Il y avait eu ça pour Yanis aussi. Hein. Ouais, Exactement, absolument. Incroyable. Yanis a eu ça. Ouais, Ja Morant, c'était intéressant quand même, parce que c'est vrai que ce que dit Draymond Green, ça a du sens, mais finalement, la question, c'est ça. Est-ce que c'est pas encore plus dur, peut-être, de passer du stade de de très bon Star. joueur à celui de superstar et à candidat au MVP ou premier 5 All-NBA, etc. C'est une vraie question qui se pose. Bon, malgré tout, voilà, moi aussi, j'ai choisi de récompenser Jordan Poole plutôt que Ja Morant ou Darius Garland. Et pour Poole, juste pour les Warriors, ça, comment dire, ça donne encore plus de poids aux années futures. Comment dire, ça réouvre. Je dirais pas que ça réouvre une fenêtre parce qu'elle est déjà ouverte, mais ça t'aide à envisager l'avenir, sachant qu'il y a déjà Kuminga aussi qui tape à la porte et que Wiseman, on ne sait pas encore tout à fait ce que ça vaut. Au final, Poole, ils l'ont pas drafté dans les premiers choix, mais c'est peut-être un mec qui va apprendre aux côtés de Curry, qui vont être obligés de quelque part de faire jouer titulaire. Ils vont devoir trouver un moyen de le faire jouer avec Klay Thompson et Stephen Curry, tellement il est fort en fait. Ouais, et puis là,
c'est une preuve aussi, encore une fois, enfin, les choses sont quand même plus simples quand les franchises sont bien gérées et que chacun fait son job. Parce que c'est vrai que l'entente qu'il y a dans ce groupe, tu la vois à travers, elle transpire, tu la sens à travers l'écran, quoi. Ils sont contents les uns pour les autres. Et je pense que c'est aussi les progrès de Jordan Poole et la trajectoire sur laquelle il est, elle est aussi, et c'est aussi le résultat voilà, de cet état d'esprit, cette ambiance, cette espèce de cocon des Warriors qui fait qu'ils sont prêts à faire évoluer à faire émerger des talents et que tu sens que personne est trop dégoûté ou fait la gueule quand il perd ses minutes ou ce genre de choses, quoi. Ce qui n'est pas facile parce que c'est pas facile d'émerger comme ça quand tu es dans une équipe qui est déjà forte, en fait. Même si Ouais. l'an dernier, bon, les Warriors, c'était un contexte un peu particulier, mais c'est vrai que c'est plus facile d'aller prendre 2 minutes et de s'imposer quand tu arrives à Cleveland que quand tu es dans une équipe qui a déjà beaucoup d'attentes, des joueurs établis avec une hiérarchie plus ou moins en place. Donc, c'est vraiment pas simple ce qu'a fait Jordan Poole. Les Warriors font partie de ces équipes voilà, justement bien gérées et qui savent scouter et prendre un mec 28e pick dont pour n'importe quelle autre équipe, on serait dit, bon, bah, c'est un mec qui va sans doute pas jouer, etc. Et au final, ils arrivent à en faire un super joueur. Ça bosse bien et c'est pas nouveau à Golden State. C'est clair. Allez, dernier trophée qui nous reste à faire, 6e trophée pour celui de meilleur 6e homme de l'année. Là, je pense qu'il risque de ne pas y avoir trop de suspense. Allez, qui se lance là pour donner son finaliste ou plutôt son lauréat? Bon, Tyler Hero, hein. Oui, bah oui. Pareil. C'est le trophée qui. En tout cas, si on juge sur les critères habituels, c'est-à-dire la production en sortie de banc, le scoring, là, il n'y a pas trop photo. C'est un peu comme les années où Lou Williams mettait ses 20 points par match et on savait qu'à la fin, il serait élu. Après, on peut toujours discuter de l'impact de certains joueurs du type Kevin Love, Kelly Oubre, etc. Mais bon, voilà, Tyler Hero dans la meilleure équipe de l'Est. Surtout pendant la période où les trois n'ont pas pu jouer ensemble, tu as Laurie qui était blessé, Butler aussi, tous les 2-3 matchs qui avaient un petit pépin. Tyler Hero qui soit titulaire, sorti de banc, peu importe les coéquipiers autour, tu sais qu'il va prendre ses shoots, qu'il va provoquer, qu'il va pouvoir mettre ses 20 points. Il a peur de pas grand-chose et là cette année, je pense qu'il est assez indiscutable. Je ne sais même pas si quelqu'un va oser voter pour un autre joueur sur le panel de votants. J'ai même pas réfléchi à mon top 3, pour vous dire. Je- J'ai même pas d'autres candidats. J'ai regardé un peu, je trouve que Kevin Love a du mérite cette année à certains égards, Ouais, c'est même clair. au-delà même du terrain, enfin sur l'impact, le leadership sur le terrain, c'est intéressant l'évolution qu'il a eu comme 6e homme, mais c'est pas comparable à ce qu'a fait Tyler Hero en production, quoi. Et des joueurs comme Kelly Oubre, voilà, alors lui pareil sur les mêmes critères que Tyler Hero, il rentre, il te met 7 paniers à 3 points, 8 paniers à 3 points sur le scoring pur, c'est aussi impressionnant. Mais il est moins constant. Et il est moins constant. Moi, j'ai choisi Tyler Hero aussi. C'est super intéressant ce que tu soulignais, Shai, c'est sur le fait qu'effectivement, Miami a eu beaucoup de blessés, parce que pour le coup, ces points, ce n'est pas des points dans le vide, quoi. C'est vraiment des points Ouais. qui ont compté, qui ont permis justement à Miami de maintenir cette qualité de jeu dont on parlait tout à l'heure. Et moi, j'avais Cameron Johnson en deuxième de Phoenix. J'adore ce joueur, honnêtement. Je trouve que c'est rare de trouver enfin, forcément, on va reparler de Phoenix, mais ce que je trouve incroyable avec cette équipe, c'est qu'on sent que tout le monde connaît son rôle parfaitement. Personne n'essaie d'en faire trop, d'en faire plus que ce qu'il a besoin de faire. Et Cameron Johnson, c'est un peu l'illustration de tout ça. Il est à droit de loin, il va jouer les rebonds offensifs, couper au panier si besoin, défendre dur. Voilà, c'est un joueur qui fait pas ou très peu d'erreurs et qui a été un élément hyper important, je trouve, de la saison fantastique des Suns cette année. On en revient au super boulot que. Alors, bon, Phoenix, on n'a pas été habitué à ce qu'il fasse du très bon boulot sur les drafts et le scouting et tout ça. Ça a changé avec James Jones qui est arrivé. Cam Johnson, quand il a été drafté, enfin, même nous devant la draft, il a été pris en 11e. Ouais, super haut. Ouais. Super haut. Alors, certes, il était dans une fac référencée. North Carolina, voilà, on connaît, hein, mais c'était sur des mauvaises saisons de North Carolina. Et puis, à ce stade-là, il y avait d'autres joueurs qui n'avaient pas été pris et qu'on attendait. On s'est dit, ah, bon, ils prennent juste un shooter qui a été un peu streaky à la fac. Et puis là, on arrive et on voit que c'est déjà pas juste un shooter et qu'il a plein d'autres qualités que les mecs ont décelé. Et là, il est dans la meilleure équipe de la ligue et il est important. Je pense que ça rejoint presque le trophée, histoire de boucler, enfin pas boucler la boucle, mais de revenir au trophée de Coach of the Year. C'est que
c'est un sacré témoignage de la qualité du staff, en fait, d'avoir développé un joueur comme ça. Parce que d'ailleurs, pour les Suns, en fait, ce qui est drôle, c'est que quasiment n'importe quel mec de leur banc pourrait être candidat au trophée de sixième homme. C'est vrai. Cameron Payne pourrait l'être, et si Bismack Biyombo avait joué plus de matchs, même Javal McGee, ils sont tout pleins à avoir eu un vrai impact en sortie de banc et à savoir jouer leur rôle. De toute façon, tout ce qu'on avait déjà dit, hein, que c'est une équipe où chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Mais c'est vrai que c'est intéressant le choix de Cameron Johnson, hein. Il y a eu un vrai développement de ce gars-là, justement depuis la draft où tu as raison, on s'était tous foutus de leur gueule. Par habitude, la force de l'habitude. Ouais. C'est vrai que ce qui est fort pour Phoenix au bout du compte, c'est que là, si on prend un petit peu ce sur quoi on a voté, à part peut-être coach de l'année, où là, il y aurait eu Antoine et moi, on aurait tous les deux voté pour Monty Williams, il n'y a aucun Suns qui remporterait aucun de ces trophées individuels. Là, on n'a pas parlé de Booker comme MVP, défenseur de l'année, on n'en a pas cité à part Michael Bridges. Si, tu as mis Michael Bridges, pardon, Shai aussi, mais c'est vrai qu'on était parti sur celui-ci, ceci, on avait tous les trois quelqu'un de différent. Mais c'est là ce qui montre, on voit la force de cette équipe où il n'y a pas forcément un joueur qui sort vraiment au-dessus des autres, même s'ils ont des joueurs de très haut niveau, mais une qualité de jeu du premier jusqu'au 12e joueur quasiment. La profondeur de banc de cette équipe, elle est assez folle, avec un coach qui orchestre tout ça parfaitement. C'est vrai que c'est vraiment une équipe pas commune au bout du compte, quoi. Non, mais voilà, là, on parlera des playoffs plus tard, mais c'est le grand favori. Et s'il n'y a pas de pépin, je pense que ça ira au bout, hein. Ouais, ben voilà, en tout cas, nous, c'était nos listes donc pour les trophées de fin de saison. On aura la tête dans les playoffs, parce que là, c'est simplement le play-in qui est en train de se jouer, mais dès ce week-end, là, ça va partir très vite. On a hâte de voir ce que ça va donner. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, pardon, n'hésitez pas à aller sur basketsession.com, jeter un coup d'œil au dernier numéro du MOOC, à commander ceux qui vous manquent si jamais votre collection n'est pas complète. Et puis nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Ciao.